C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le suspense prend fin à la Sénat. Ce lundi, la Commission électorale nationale autonome a validé 5 partis politiques pour les élections législatives de 2026. Après l'étape de vérification des dossiers, ces formations ont obtenu leur récépissé définitif à l'issue de l'examen approfondi de leur candidature. Bonne nouvelle pour les Béninois de la diaspora et tous les voyageurs souhaitant passer les fêtes de fin d'année au Bénin. Le gouvernement a lancé une opération spéciale visant à faciliter les déplacements entre Paris et Cotonou à des tarifs exceptionnellement accessibles. Et puis, hors du Bénin, le ministre nigérian de la Défense, Mohamed Badarou Aboubakar, a présenté sa démission alors que le pays est confronté à une grave crise sécuritaire. La Commission électorale nationale autonome a procédé ce lundi à la cérémonie officielle de remise des récépissés définitifs aux partis politiques autorisés à participer aux élections législatives de 2026. La séance présidée par Sakalafia fait suite à la décision de l'institution validant 5 partis politiques. Il s'agit de la Force Corée pour un Bénin émergent, de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain, de la Mouelle Bénin et les démocrates. Écoutons à présent la déclaration des partis après avoir reçu leur récépissé définitif. Nous avons procédé au tirage du passage, au tirage au sort pour le positionnement des partis sur le bulletin unique. Et à ce niveau, comme résultat, nous avons été positionnés premiers. Donc nous sommes en première position. Une position qui nous caractérise désormais. Aujourd'hui, c'est la fin du processus. Nous avons, au même titre que 4 autres partis politiques, reçu notre récépissé définitif. L'Union progressiste Le Renouveau a reçu son récépissé définitif aujourd'hui des mains de la Sénat. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier une fois encore toute l'équipe de la Sénat pour le travail professionnel qui se fait et à travers vos canaux aussi dire à l'ensemble de nos militantes et militants Union progressiste Le Renouveau que le plus grand parti politique du Bénin, leur parti politique, est bel et bien dans la course pour les législatives et très bientôt rendez-vous sur le terrain. Nous sommes donc venus chercher notre récépissé définitif après toutes les études, après la complétude des dossiers, les études approfondies de chaque dossier. Nous avons pu recevoir ce document précieux ce soir qui nous donne un laissez-passer pour aller sur le terrain. Tout ce que nous pouvons vous dire ce soir, c'est que nous sommes prêts à aller sur le terrain. Nous allons mouiller le maillot. Je passe un mot à tous les militants et militantes, sympathisants et sympathisantes de Mouelle Bénin, au nom du président Jacques Ayadji, que nous représentons ici ce soir, et de tous ceux-là, Moéliens, que nous avons l'habitude de dire, tous ces Amazones et ces soldats de Mouelle Bénin qui sont prêts à aller sur le terrain. Nous leur disons, n'hésitez pas, leur assoler et allons chercher ce que nous avons comme ces âmes à ramasser sur le terrain. Militants et militants du Parti Les Démocrates, chers compatriotes, peuple béninois, soutien indéfectible du Parti Les Démocrates, je voudrais profiter de cette belle occasion pour vous informer que le Parti Les Démocrates, votre parti, vient de recevoir le récépissé définitif qui consacre sa participation effective aux élections législatives de janvier 2026. Notre participation aux élections législatives consacre notre préparation au dossier que nous avions fourni à la Sénat. Et cette fois-ci,
nous participerons effectivement à cette élection. Je crois que c'est le lieu, au nom du président du Parti Blanc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biok-Tchané, de remercier le président de la Sénat, les membres du Conseil électoral, le directeur général des élections, ainsi que les cadres techniques qui ont travaillé à l'aboutissement heureux de ce processus qui a été fait dans la transparence totale. Nous l'avons tous salué. Les différents partis l'ont salué. Nous sommes vraiment heureux parce que ce n'était pas facile, ce n'était pas donné à tout le monde. Ce ne sont pas tous les partis politiques qui ont déposé leur dossier de candidature qui sont retenus. Ça veut dire qu'en amont, il y a un travail sérieux qui a été fait. Et c'est aussi le lieu de remercier tous les camarades à divers niveaux qui ont pu accompagner le secrétariat exécutif en fournissant des dossiers propres, des dossiers au grand complet pour qu'aujourd'hui on puisse nous décerner ce satisfecit-là. Et je voudrais en même temps vous dire que nous avons tiré la position 3, comme la dernière fois d'ailleurs, pour ce qui concerne les élections communales. Le chiffre 3 veut dire beaucoup de choses. Chez nous, pour préparer, il faut 3 pierres. C'est ça qui témoigne de l'équilibre. Cette fois-ci, ça veut dire que le Blanc républicain sortira la première force politique du Bénin. Et dans un tout autre registre, à présent, le Bénin se prépare à accueillir les visiteurs pour les célébrations de fin d'année et offre une occasion unique aux voyageurs de profiter de la destination à moindre coût. Le gouvernement, par la voix du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a annoncé un programme de vol Paris-Cotonou à prix préférentiel afin de faciliter l'arrivée des touristes de la diaspora et des afro-descendants souhaitant découvrir ou retrouver le pays pendant cette période festive. Plus de précisions avec le ministre Jean-Michel Abimbola. Mi-décembre à la mi-janvier, c'est une forte période de demande de visite de notre pays, le Bénin. Et pour cela, comme je l'annonçais précédemment, le gouvernement a décidé d'affréter des vols dans cette période, précisément d'affréter un vol pour 4 rotations pour que les Béninois et les visiteurs en général, pour que tous ceux qui s'intéressent à venir dans cette période où nous proposons une offre culturelle exceptionnelle, pour que les uns et les autres puissent avoir un accès raisonnable et je dirais même très compétitif à des billets d'avion pour pouvoir regagner Cotonou, pour pouvoir venir à Cotonou et profiter de toutes ces splendeurs que nous proposons. Cette offre est exceptionnelle puisque le gouvernement du Bénin a pu structurer avec des partenaires majeurs la possibilité de pouvoir venir à Cotonou depuis Paris, depuis Charles de Gaulle, avec des compagnies qui ont l'habitude d'opérer depuis Charles de Gaulle, de pouvoir évidemment atteindre Cotonou pour la bagatelle de 500 € aller-retour. Paris, Cotonou, Paris pour 500 €, à savoir à peu près 300 000 francs CFA. Vous avez la possibilité également, bien évidemment, d'avoir des vols aller simple de Paris à Cotonou ou des vols de Cotonou à Paris pour le montant modique de 300 €. Voilà l'effort et voilà les réformes que le gouvernement est en train de mettre en place pour pouvoir aider la destination à pouvoir avoir les visiteurs et que le frein ne soit pas le coût des billets, pour que cela ne soit pas rédhibitoire pour que nos parents qui sont à l'étranger, qui sont principalement en Europe, évitent de venir ici à Cotonou, profiter avec nous de tout ce que nous offrons pendant cette période. Donc je voudrais bien répéter, l'offre d'affrètement depuis Charles de Gaulle, donc depuis Paris-Charles de Gaulle, pour rejoindre l'aéroport international de Cotonou, 500 € aller-retour, Paris-Cotonou-Paris, 300 € en aller simple, Paris-Cotonou ou Cotonou-Paris. C'est une offre exceptionnelle et nous voudrions ici
dire que c'est pas seulement les Béninois de l'intérieur qui doivent profiter de tout ce qui est fait pour montrer la capacité du Bénin, c'est également nos compatriotes qui sont à l'étranger, nos compatriotes qui sont principalement en Europe, même nos compatriotes qui sont en Amérique ou ailleurs, qui peuvent rejoindre Paris et de Paris, bien évidemment, venir à Cotonou pour pouvoir profiter du monde de splendeur. Voilà l'annonce importante que je souhaitais vous faire, étant entendu que les rotations démarreront le 21 décembre et s'achèveront le 11 janvier. Donc 21 décembre 2025 au 11 janvier 2026, la société Bénintour, qui est la société de commercialisation touristique du Bénin, le tour opérateur national, aura tout loisir de communiquer, évidemment, dans les jours à venir, aura tout loisir de communiquer les différentes dates des différentes rotations et donnera tous les détails des conditions, évidemment, d'accès avec des bagages tels que cela se fait. Transition à présent vers un autre sujet. La Commission béninoise des droits de l'homme a présenté son projet de budget pour l'exercice 2026 devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. La séance s'est déroulée dans l'hémicycle du Palais des gouverneurs à Porto Novo sous la présidence du professeur Abou Bakari Imorou, premier responsable de l'institution. Suivant. De façon globale, notre budget est à la hausse par rapport à 2025. Il est à hausse de plus de 13% parce que notre budget général est passé de 700 millions à 800 millions à peu près. Mais ce montant global reste insuffisant au regard des missions qui sont les nôtres. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la question des droits humains a fait l'objet d'une redéfinition au niveau législatif avec une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi a défini un certain nombre d'attributions, a réorganisé totalement la commission et a mis en place au sein de la commission ce qu'on appelle le MNP, qui est le mécanisme de prévention de la torture. Et donc, les deux missions font que le volume, en termes budgétaires, le volume devait être nettement supérieur à ce qu'il est actuellement. 2026, la principale activité phare, c'est vraiment la visibilité de l'institution qui porte les droits de l'homme. Parce que, il faut l'avouer, que ce soit en milieu urbain ou en zone périphérique, les gens ils ne savent pas toujours ce que ça veut dire une commission des droits de l'homme et ce que cette commission peut leur apporter. Et donc, nous nous engageons là pour 2026 à mener le maximum d'activités qui puissent permettre de bien connaître la commission. L'autre activité, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand on parle de droits humains, de façon générale, le principal détenteur d'obligations vis-à-vis des droits humains, ça reste l'État. Or, on peut inverser la tendance en faisant en sorte que chaque citoyen se sente responsable vis-à-vis des autres par rapport à la question des droits humains en termes de veille, en termes d'alerte. Et donc, pour cela, on s'est dit qu'il faut alors réfléchir et trouver un mécanisme par lequel on peut travailler à éduquer les gens à comprendre que les droits humains se co-construisent aussi bien par les citoyens que par l'État, et que donc ça va soulager l'État qui, de ce point de vue, ne sera plus désormais le seul détenteur d'obligations, mais faire en sorte que même dans les communautés à la base, les gens ils se sentent vraiment responsables les uns vis-à-vis des autres par rapport à ce travail de veille sur les droits humains. Ça, c'est le deuxième sentier sur lequel nous déployons. Le troisième, vous n'êtes pas sans savoir que dans la région septentrionale de notre pays, cette région-là est traversée par la crise sécuritaire. Et parce qu'on parle de crise sécuritaire, nous sommes alertés par des situations assez alarmantes parfois en lien avec les droits humains. Et là aussi, on s'est dit, au lieu de nous enfermer entre nous au niveau de la commission pour réfléchir et voir les actions à mener, il faut plutôt porter la question des droits humains en contexte d'insécurité. Il faut la porter en débat à un niveau plus élevé qui puisse permettre d'avoir le maximum de contributions possibles pour savoir les actions les plus idoines à poser pour assurer la protection et la prévention au niveau de ces zones-là. Oui. Et enfin, on s'est dit de façon globale que
il faut qu'on réussisse, bien entendu, à mettre en place un programme dans lequel nous allons donc travailler avec des composantes. Et il y a une composante qui est très intéressante, qui est la composante de création de la relation de confiance entre les usagers et les prestataires de tous les services détenteurs des droits humains. Je peux dire que de façon globale, ils nous ont félicité vraiment pour ce que nous faisons, félicité pour le courage, pour la vision aussi, parce que nous constituons la vitrine du pays par rapport aux questions des droits humains. Quand il y a une situation à l'international, en lien avec les droits humains, la structure qui est interpellée, c'est l'INDH. Donc, chez nous, c'est la CBDH. Et donc, c'est les informations que nous mettons en place, que nous véhiculons, qui sont appréciées à leur juste valeur. Parce que nous sommes traversés par ce phénomène que vous connaissez de manipulation à travers les réseaux sociaux où n'importe qui raconte n'importe quoi. Parfois, il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent et c'est nous qui faisons ce travail de veille-là pour rétablir la vérité et soigner, comme on le dit, l'image de notre pays par rapport à la question des droits humains. Et ça, les députés ont été très sensibles à cela et ils nous ont promis faire ce qu'il y a de leur possible pour nous permettre vraiment de pouvoir accomplir le mieux que possible la mission qui est la nôtre. Dans le reste de l'actualité, les députés béninois ont adopté le 15 novembre dernier une réforme majeure de la Constitution. La loi votée en séance plénière instaure un mandat présidentiel de 7 ans et crée une seconde chambre parlementaire, le Sénat. Une décision qui a suscité de nombreuses réactions parmi les Béninois. Éclairage avec Sedami Médigan Fagla, ministre conseillère. Est-ce que le Bénin a besoin d'un Sénat? Je dirais oui. Il n'aurait pas été responsable de la part de nos députés d'avoir vécu ces 10 années de gouvernance de talent et de ne pas faire de propositions. Et puis, quelque part, nous avons nos sages, nous avons des personnes qui ont dirigé ce pays, qui ont été dans les positions où on prend des décisions qui engagent la vie de notre nation, qui engagent la vie politique de notre nation. Et ces personnes-là, on sait aujourd'hui que d'expérience, ils peuvent dire, ils peuvent décider pour le pays et qu'ils auront les meilleurs conseils. Et dans notre tradition, quand ça ne va pas chez nous, qu'est-ce qu'on voit? On va voir le dad de la famille, on va voir le papa, l'autre papa, on va voir la figure paternelle qui peut donner des conseils. Et nous avons des sages, nous avons des personnes qui aujourd'hui sont un peu comme des pères de cette nation et nous les laissons là et on ne profite pas des conseils qu'ils peuvent apporter. Donc aujourd'hui, ces personnes ont une place et on pourra aller les consulter afin qu'ils puissent être les gardiens de la paix de notre pays. On décide aujourd'hui de confier à quelqu'un à qui nous allons déléguer le mandat de conduire notre destinée. On décide de lui donner 2 ans supplémentaires sur un mandat afin qu'il puisse aller au bout de ses projets et qu'à la fin, les peuples aient de quoi juger. Qu'à la fin, on puisse savoir on puisse dire, bon voilà, quand je suis arrivé, voilà le projet de société que j'avais, voilà le programme d'action que j'ai mis, que je vous ai présenté, voilà ce que j'ai réussi à réaliser dedans. En 7 ans, on a le temps d'arriver au bout et le peuple a le temps de juger en fait sur vos résultats. On peut détester un homme, mais on n'a pas le droit de détester son pays. On peut dire oui, d'accord, nous ne sommes pas d'accord pour la manière dont vous estimez que les choses vont se passer et tout ça, mais on n'a pas le droit de dire aux populations de ne pas le faire. Lorsque les députés votent une loi, nous avons eu un coup d'électorat qui nous a permis d'aller aux élections en 2019, n'est-ce pas? Mais des gens ont demandé aux populations de sortir pour contester, pour manifester. Pour manifester. C'est interdit désormais en République du Bénin. Vous ne pouvez pas dire à la population d'aller contre ce que lui proposent les personnes à qui il a délégué un pouvoir pour lui proposer des choses, pour améliorer ses conditions de vie. Mais vous avez le droit de dire, bon, j'ai une autre solution, je pense qu'il faut réfléchir d'une autre manière. Vous n'avez pas le droit de soulever le peuple contre ça. C'est ça la traque politique. Et désormais, pendant 6 ans, on va se laisser le temps de réfléchir au Bénin, de réfléchir à comment améliorer les conditions de vie. Et on sera tous concentrés sur ça. C'est nous forcer au patriotisme. En interactualité, au Nigeria, Mohamed Badarou Aboubakar a quitté son poste ce lundi pour raison de santé, selon la présidence nigériane. Cette démission intervient alors que le pays est durement frappé
par une série d'enlèvements massifs d'écoliers qui a même poussé le président Bola Tinubu à décréter l'état d'urgence sécuritaire. Le reportage. Alors que le Nigeria traverse une importante crise sécuritaire, le ministre de la Défense quitte son poste. L'annonce a été faite par la présidence qui indique que la démission de Mohamed Badourou Aboubakar, âgé de 63 ans, est liée à des problèmes de santé. Ce départ intervient toutefois dans un contexte délicat alors que le président Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence sécuritaire national la semaine dernière. Le pays est frappé par une vague d'enlèvements massifs. Des centaines de personnes, principalement des écoliers, ont été enlevées dans leurs établissements ou dans des dortoirs ces dernières semaines. Le Nigeria doit aussi faire face à d'autres défis sécuritaires. Des bandes criminelles sévissent au nord-ouest du pays, tandis qu'au nord-est, une insurrection islamiste est en cours. Dans le centre du pays, des litiges et affrontements liés à des terres ont lieu, et enfin le sud-est est troublé par les actions des séparatistes. À cela s'ajoutent les récentes tentatives du président américain Donald Trump de faire passer l'insécurité au Nigeria pour un mouvement de persécution des chrétiens. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils se retirent d'un soutien financier pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars au projet gazier de Total Energy au Mozambique. Ce projet suspendu depuis une attaque djihadiste en 2021 voit ses financements compromis en raison de l'augmentation des risques. C'est après moi. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont annoncé lundi leur retrait du projet Mozambique LNG. Le gigantesque projet gazier de Total Energy et ExxonMobil avait été suspendu après une offensive djihadiste dans la ville de Palma en mars 2021 qui avait fait 800 morts. Total Energy, qui a annoncé la reprise des activités lundi, se retrouve privé de ses principaux soutiens institutionnels, notamment le financement britannique d'un montant d'1,15 milliard de dollars. Londres juge l'investissement trop risqué en raison de la menace djihadiste sur le site. Tandis que les Pays-Bas réfléchissaient aussi à sortir du projet, Total Energy a devancé leur décision en se passant de leur garantie de financement couvrant un prêt bancaire. Le projet coûte au total 20 milliards de dollars d'investissement et l'entreprise française n'a pour l'instant pas réagi à ce retrait de financement britannique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous donc en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.